Vous n'êtes qu'une simple étudiante en droit, sans rien. J'ai besoin d'une épouse qui a déjà réussi. » Ces mots, Preston les avait prononcés 7 ans plus tôt, abandonnant Naomi pour une riche héritière du pétrole. Aujourd'hui, le destin les réunissait dans un tribunal des affaires familiales. Sa nouvelle épouse l'avait surpris avec sa secrétaire. 50 millions de dollars étaient en jeu. L'avocat de Preston lui avait promis une victoire facile. La cour. L'honorable juge Naomi Carter préside la séance. Le sang de Preston se glaça. Naomi entra, vêtue de sa robe de juge, puissante, rayonnante. Elle lui jeta un unique regard, vide de toute émotion. Pendant la suspension de séance, la porte de son bureau s'entr'ouvrit. 3 enfants en uniforme d'école privée coururent vers elle. « Maman, on peut te regarder travailler ?» Debout dans le couloir, Preston était pétrifié. Ses visages. Son visage, reproduit par 3. Naomi lui adressa un sourire d'une froideur polaire. « Monsieur Hartford, je vous suggère de trouver un accord. Cette cour n'apprécie guère les hommes qui abandonnent leurs compagnes enceintes. Cette cour, monsieur Hartford, ne porte pas un regard favorable sur les hommes qui fuient leurs responsabilités. » Preston Hartford fixait la femme en robe noire qui se tenait sur le seuil. 7 ans plus tôt, il l'avait laissée seule dans un café. Aujourd'hui, elle était juge, et elle venait de le surprendre en train de regarder 3 enfants. 3 enfants qui avaient ses yeux verts. Mais cette histoire avait commencé plus tôt ce matin-là. Preston était assis à même le sol de son appartement de Somerville, dans le Massachusetts. L'appartement était exigu. Une chambre, une cuisine au placard vieillot, une salle de bain au carrelage fêlé. Les documents du divorce jonchaient le parquet autour de lui. Il en ramassa une feuille et la relut. Victoria Ashford Hartford demandait 50 millions de dollars. Elle voulait le manoir de Beacon Hill. Elle voulait la résidence secondaire de Martha S. Vignard. Elle voulait la moitié des parts de son cabinet d'avocat. Elle voulait tout. Preston reposa le papier. Ses mains tremblaient. Il balaya du regard l'appartement. Cet endroit était encore plus petit que celui qu'il partageait avec Naomi 7 ans auparavant. À l'époque où ils étaient heureux. Avant qu'ils ne détruisent tout. Son téléphone sonna. Le nom de David Walsh s'afficha. Preston répondit. « Preston, il faut qu'on se voie avant l'audience, » dit David. « Tu peux être au café près du Boston Common dans 30 minutes ? » « Oui, » répondit Preston. « J'y serai. » Preston enfila son costume. Un costume coûteux de chez Brooks Brothers, acheté 2 ans plus tôt lorsqu'il était devenu associé. 3 000 dollars. Aujourd'hui, il avait l'impression de porter un déguisement. Il prit le métro pour le centre-ville de Boston. La rame était bondée. Les gens le bousculaient. Une femme lui marcha sur le pied. Preston ne dit rien. Il se contenta de regarder par la fenêtre. Le café était animé. David était assis à une table dans un coin. 50 ans, cheveux grisonnants, lunettes. Le meilleur avocat spécialisé en divorce de Boston. 800 dollars de l'heure. Preston s'assit en face de lui. « Comment tu tiens le coup ?» demanda David. Preston haussa les épaules. « Ça va. » « Écoute, Preston, j'ai réexaminé le contrat de mariage hier soir, » dit David en sortant des papiers de sa mallette. « Victoria a signé cet accord avant votre mariage. Il protège la plupart de tes actifs. Elle garde ses 30 millions hérités de son père. Tu gardes tes parts dans le cabinet. Vous vous partagez la maison et la résidence secondaire. C'est tout. » L'avocate de Victoria dit que le contrat ne compte pas, dit Preston. Elle prétend que j'ai violé la clause de fidélité. David balaya l'argument d'un revers de la main. Margaret Chen essaie toujours ce coup-là. Les clauses de fidélité sont très difficiles à faire appliquer dans le Massachusetts. Tout ira bien. Fais-moi confiance. Preston voulait lui faire confiance, mais plus rien ne semblait aller bien. Ils marchèrent ensemble jusqu'au palais de justice du comté de Suffolk. Le bâtiment était haut et gris. Ils passèrent la sécurité. Le détecteur de métaux sonna. Un garde le fouilla et lui fit signe de passer. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Le couloir avait un sol en marbre et de hauts plafonds. Leurs pas résonnaient. Ils trouvèrent la salle d'audience 4B. À l'intérieur, la salle était vide, à l'exception de Victoria et de son avocate. Victoria était assise à une table sur la gauche. Robe bleue, boucle d'oreilles en perles. Elle ne regarda pas Preston. Margaret Chen, une femme menue aux cheveux noirs et courts, était assise à côté d'elle.
Elle avait la réputation de détruire les hommes au tribunal. Elle sourit à Preston. Ce n'était pas un sourire amical. Preston et David s'assirent à la table de droite. Preston avait la bouche sèche. L'huissier entra par une porte latérale. La cour, annonça-t-il d'une voix forte. L'honorable juge Naomi Carter préside la séance. Preston se leva, les jambes flageolantes. Une porte derrière l'estrade du juge s'ouvrit. Une femme en robe noire entra. Le sang de Preston se transforma en glace. Naomi. Elle avait changé. Ses cheveux étaient tirés en un chignon strict. Pas de maquillage. Son visage était grave, professionnel. Mais c'était bien Naomi, la femme qu'il avait quittée 7 ans plus tôt. La femme qu'il avait jugée pas assez bien pour lui. Elle s'installa sans lui jeter un regard. « Veuillez vous asseoir », dit l'huissier. Tout le monde s'assit. Preston ne pouvait plus bouger. « Tu la connais ?» murmura David. Preston hocha lentement la tête. « Comment ?» On est sortis ensemble. Il y a 7 ans. Les yeux de David s'écarquillèrent. Il faut demander un autre juge. C'est un conflit d'intérêts. Non, dit Preston. Preston, elle pourrait être partiale contre toi. Non, répéta Preston. Je le mérite. David parut déconcerté, mais ne dit plus rien. Le regard de Naomi se leva de son dossier et croisa celui de Preston une fraction de seconde. Son visage ne montrait rien. Ni colère, ni surprise. Rien. Nous sommes ici pour la procédure de divorce entre Victoria Ashford Hartford et Preston Michael Hartford, dit Naomi d'une voix calme et professionnelle. Maître Chen, veuillez présenter la position de votre cliente. Margaret Chen se leva. Votre honneur, ma cliente, Victoria Hartford, demande la dissolution de son mariage avec Preston Hartford. Elle réclame 50 millions de dollars d'actifs, incluant le domicile conjugal de Beacon Hill, la propriété de Martha S. Vignard, et 50% des parts de M. Hartford dans son cabinet d'avocat. Pour quel motif? Demanda Naomi. Infidélité, votre honneur. M. Hartford a eu de multiples liaisons extra-conjugales durant leurs 7 années de mariage, la plus récente étant avec sa secrétaire, Rachel Monroe. Le visage de Preston s'empourpra. Il baissa les yeux. Le contrat de mariage aborde-t-il l'infidélité? Demanda Naomi. Oui, votre honneur. Il contient une clause de fidélité. Si l'une des parties s'engage dans une liaison extra-conjugale, elle renonce à ses actifs protégés. Naomi prit une note. Elle se tourna vers David. Maître Walsh. David se leva. Votre honneur, la clause de fidélité n'est pas applicable en vertu de la loi du Massachusetts. Les contrats de mariage ne peuvent pas sanctionner un comportement. Ils ne peuvent que diviser des biens. Nous entendrons les preuves et les arguments, puis je rendrai ma décision, dit Naomi. Maître Chen, appelez votre premier témoin. Le témoignage de Victoria fut long et détaillé. Elle parla de son mariage, de leur vie luxueuse, puis de la découverte de la liaison de Preston. Naomi écoutait, impassible, prenant des notes. Puis, Naomi posa ses propres questions. Madame Hartford, quand avez-vous soupçonné pour la première fois que votre mari vous était infidèle? 2 ans après notre mariage. J'ai trouvé un reçu pour une chambre d'hôtel à Cambridge. L'avez-vous confronté? Non. Pourquoi? Victoria marqua une pause. Je pensais qu'il s'arrêterait. Que ce qu'il avait à perdre lui ferait prendre conscience de sa chance. Naomi prit une autre note. Elle regarda Preston droit dans les yeux. Monsieur Hartford, niez-vous ces allégations? Preston se leva lentement. Non, votre honneur. Je ne les nie pas. Vous admettez donc avoir eu plusieurs liaisons durant votre mariage? Oui, dit Preston d'une voix faible. La mâchoire de Naomi se crispa un instant. La séance est suspendue pour le déjeuner. Nous reprendrons à 14 heures. Elle abattit son marteau. David attrapa le bras de Preston dans le couloir. C'est une catastrophe, Preston. Elle a clairement un problème avec toi. J'ai dit non, répondit Preston en se dégageant. Il sortit du tribunal. Son cœur battait à tout rompre. Naomi était sa juge. La femme qu'il avait jetée comme un déchet décidait maintenant de son avenir. Il se posta devant la porte du bureau des juges. Soudain, la porte s'ouvrit. 3 enfants en sortirent en riant. 2 fillettes aux cheveux sombres et bouclés. Un garçon aux cheveux châtains. Il portait l'uniforme bleu marine de la Brighton Academy, l'école la plus chère de Boston. Maman, appela l'une des filles,
on t'a apporté à déjeuner. Preston se figea. Les enfants devaient avoir 6 ans. La plus grande avait des yeux verts, les mêmes que ceux que Preston voyait dans le miroir chaque matin. La plus petite avait les yeux bruns et chaleureux de sa mère, mais le sourire de Preston. Le garçon se retourna, et le cœur de Preston s'arrêta. Il lui ressemblait trait pour trait. Son esprit s'emballa. Les enfants avaient 6 ans. 7 ans auparavant, il avait quitté Naomi. Ce soir-là, elle avait essayé de lui dire quelque chose d'important. Il était parti avant qu'elle ait pu parler. Oh, mon Dieu! Elle était enceinte. C'étaient ses enfants. Emma, Lily, James. Il ne connaissait pas encore leurs noms, mais c'étaient les siens. Naomi apparut sur le seuil. Elle vit Preston regarder ses enfants. Ses enfants à lui. Une seconde, son masque professionnel se brisa. Preston vit la rage dans ses yeux. La douleur. Cette année de douleur. Puis elle parla, sa voix glaciale et dure. Monsieur Hartford, je vous suggère, à vous et votre avocat, d'envisager un règlement à l'amiable. Cette cour ne porte pas un regard favorable sur les hommes qui abandonnent leurs responsabilités. Elle recula et referma la porte. Preston se retrouva seul dans le couloir vide. Ses mains tremblaient. Ses jambes ne le portaient plus. Il avait 3 enfants. Pendant 6 ans, ils avaient existé dans ce monde sans lui. Pendant 6 ans, Naomi les avait élevés seuls, pendant qu'il vivait dans un manoir avec l'argent de Victoria. Qu'avait-il fait? David le retrouva 10 minutes plus tard. Elle a des enfants, dit Preston doucement. Oui, des triplés, répondit David. Tout le monde au palais de justice le sait. Ils ont 6 ans. Pourquoi est-ce important? Preston se tourna vers lui. Ils ont mes yeux. Le visage de David changea. Il comprit. Oh non. Preston. Ce sont tes enfants? Oui. Tu le savais? Non. Je ne le savais pas. David passa une main dans ses cheveux. Ça change tout. Nous devons absolument demander un autre juge. C'est un conflit d'intérêts majeur. Non, dit Preston. Je ne mérite aucun droit. J'ai abandonné mes enfants. Je ne connais même pas leur nom, David. Je devrais connaître leur nom. Le lendemain matin, au tribunal, le procès reprit. Après un bref échange, Margaret Chen rappela Victoria à la barre. Victoria, quand avez-vous décidé de demander le divorce? Il y a 6 mois. Je nettoyais le garage et j'ai trouvé une boîte de rangement. À l'intérieur, il y avait de vieilles lettres. Des lettres d'une femme nommée Naomi Carter. Le cœur de Preston cessa de battre. Le stylo de Naomi s'immobilisa. Que disaient ces lettres? La première lettre disait que Naomi était enceinte. Elle demandait à Preston de l'appeler. Le silence dans la salle était total. Y avait-il une deuxième lettre? Oui. Elle disait qu'elle attendait des triplés. Elle le suppliait de répondre. Preston eut la nausée. Et une troisième? Oui. Datée d'1 semaine après la naissance des bébés. Naomi avait écrit leurs noms. Emma, Lily et James. Elle disait qu'ils avaient les yeux de Preston. C'était sa dernière chance. Preston regarda Naomi. Sa main tremblait, crispée sur son stylo. Dans quel état étaient ces lettres? Demanda Margaret. Elles étaient scellées, dit Victoria. Chaque enveloppe portait un tampon, retour à l'expéditeur. Preston avait reçu les lettres. Il les avait renvoyées sans les ouvrir. Objection, cria David. Maintenu, dit Naomi, la voix tendue. Margaret soumit les 3 enveloppes comme preuve. Naomi les prit. Ses mains tremblaient. Elle les lut, une par une. Preston vit sa mâchoire se contracter, ses yeux s'embuer de larmes. Elle les reposa. Ces pièces seront admises comme preuve, dit-elle d'une voix à peine audible. Puis, elle leva son marteau. La séance est suspendue pour 30 minutes. Elle se leva et disparut précipitamment. Preston était anéanti. Tout le monde pensait qu'il savait. Qu'il avait ignoré ses propres enfants. Mais il n'avait jamais vu ces lettres. Comment le prouver? Ce soir-là, dans son petit appartement, Preston se souvint. Qui gérait son courrier il y a 7 ans? Sa secrétaire, Rachel Monroe. La même Rachel avec qui il avait trompé Victoria. Il composa son numéro. Rachel, c'est Preston. Que veux-tu? Il y a 7 ans, juste après mon mariage. As-tu déjà vu des lettres de Naomi Carter? Un silence. Puis, oui.
Qu'en as-tu fait? Demanda Preston, le cœur battant. Je les ai renvoyés. J'ai écrit, retour à l'expéditeur, dessus. Je te protégeais. Tu n'avais pas besoin des problèmes d'une ex. Rachel. Ces lettres disaient qu'elle était enceinte. De mes enfants. Des triplés. Ce n'est pas ma faute, dit Rachel sur un ton défensif. C'est toi qui l'as quittée. C'est toi qui as épousé Victoria pour l'argent. N'essaie pas de me faire porter le chapeau pour tes choix. Elle raccrocha. Le lendemain, David organisa une réunion dans le bureau de Naomi, en présence de toutes les parties. Preston se leva. Votre honneur. Je n'ai jamais reçu ces lettres. Je ne les ai jamais vues avant hier. Ma secrétaire, Rachel Monroe, les a renvoyées sans me le dire. Naomi le foudroya du regard. Et pourquoi devrais-je vous croire? Je n'ai aucune preuve. Je vous dis simplement la vérité. La vérité? Répéta Naomi, la voix chargée d'amertume. Vous voulez que je vous croie maintenant, après 7 ans de silence? Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, dit Preston, les larmes aux yeux. J'ai été odieux. J'ai choisi l'argent plutôt que vous. Mais je vous jure que je ne savais pas pour les bébés. Si j'avais su. Si vous aviez su quoi? Le coup ATL. Auriez-vous vraiment quitté Victoria et ses millions pour moi et 3 bébés? Preston ne sut que répondre. La vérité, c'est qu'il ne le savait pas. Je ne sais pas, murmura-t-il. Mais je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux connaître mes enfants. Je veux être leur père. Le visage de Naomi resta de marbre. Cette réunion est terminée. Nous aborderons les questions de garde après le divorce. Pas avant. Le jour du verdict arriva. Naomi s'adressa à la cour d'une voix claire et ferme. Après examen de la jurisprudence, je conclus que la clause de fidélité de ce contrat de mariage est applicable. Monsieur Hartford a admis sous serment avoir eu au moins 3 liaisons. Il a violé ses vœux de manière répétée, montrant un schéma de tromperie et de trahison. Par conséquent, le contrat de mariage est nul et non avenu. Le silence était pesant. J'ordonne à Preston Hartford de verser à Victoria Hartford 40 millions de dollars. Madame Hartford se voit attribuer le manoir de Beacon Hill, la résidence de Martha S. Vignard, et 50% des parts du cabinet de Monsieur Hartford. Elle fixa Preston. Certains hommes n'apprennent la valeur de l'engagement que lorsqu'ils ont tout perdu. Peut-être apprendrez-vous maintenant. L'affaire est close. Preston avait tout perdu. Son cabinet, sa fortune, sa maison. Il emménagea dans un minuscule appartement à Roxbury, un quartier modeste. Assis sur un matelas posé à même le sol, il rédigea une lettre. Pas une lettre d'excuse, mais une confession. Il y décrivait sa honte, ses regrets, et son désir désespéré de connaître ses enfants. Il y affirmait qu'il se plierait à n'importe quelle condition. Il l'envoya au tribunal, à l'attention de Naomi. 2 jours plus tard, Naomi reçut la lettre. Elle la laissa sur son bureau pendant une semaine, hésitant entre la jeter et la lire. Finalement, une nuit, elle l'ouvrit. Elle pleura. Non de pitié, mais de rage. Rage qu'ils puissent, après tout ce temps, demander à entrer dans leur vie. Mais elle pensa aussi à ses enfants. Aux questions d'Emma sur son père. Au dessin de Lily représentant une famille complète. Au regard triste de James au parc. Elle appela Preston. Sa voix était froide. Visite supervisée. Tous les samedis, au parc de Cambridge Common, de 10h à 11h. Mon assistante, Dorothy, sera présente. Vous suivrez des cours de parentalité et une thérapie. Et vous paierez une pension alimentaire rétroactive pour les 7 dernières années. Ce sont mes conditions. J'accepte tout, dit Preston sans hésiter. Le premier samedi, il attendit sur un banc, le cœur battant. Il avait acheté 3 ours en peluche. Quand ils arrivèrent, Lily courut vers lui et le serra dans ses bras. Emma resta à distance, le regard méfiant. « Pourquoi n'étais-tu pas là quand nous sommes nés ?» demanda-t-elle. Preston s'agenouilla. « Parce que j'ai fait de très mauvais choix. Je pensais que l'argent était plus important que les gens. J'avais tort. » James, lui, l'ignora complètement et partit jouer. Les semaines passèrent. Preston était là, chaque samedi, sans faute. Il apprit qu'Emma aimait la science, que Lily adorait dessiner, et que James était un prodige du football. Lentement, très lentement, les murs commencèrent à s'effriter. Un jeudi soir, il assista à l'exposition scientifique d'Emma. Il resta au fond de la salle, comme convenu. Quand Emma gagna le 3e prix, son regard chercha le sien à travers la foule.
Il lui fit un pouce levé. Elle lui rendit un timide sourire. Le premier qu'elle lui ait jamais offert. Il commença à assister au match de James. D'abord silencieux, puis, un jour, il ne put se retenir de crier de joie après un but. James le vit dans les gradins et lui sourit. À la fin du match, il courut vers lui. « Tu as vu mes buts? Tu viendras au prochain match ?» Les visites supervisées laissèrent place à des après-midi entiers. Il les emmena au musée, au cinéma. Un week-end, il obtint l'autorisation de les emmener à la mer. Sur la plage, au coucher du soleil, Lily lui dit « C'est le plus beau jour de ma vie, papa ». Le mot « papa » le frappa en plein cœur. 1 an après le procès, ils déjeunèrent tous ensemble pour la première fois. Les 5. Preston et Naomi étaient assis l'un en face de l'autre, un silence prudent entre eux, tandis que les enfants remplissaient le vide de leur rire. Plus tard, dans le parc, alors qu'ils regardaient les enfants jouer, Naomi prit la parole. « Je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait il y a 8 ans. Vous m'avez brisé. »« Je sais, » dit Preston. « Mais, continua-t-elle, vous êtes là. Vous tenez vos promesses. Vous êtes en train de devenir le père dont ils ont besoin. » Les larmes montèrent aux yeux de Preston. « Vous ne récupérerez jamais ces années perdues, » dit Naomi. « Mais vous avez aujourd'hui. Et demain. » Emma courut vers eux. « Maman, papa, venez jouer avec nous. »« Maman. Papa. » 2 mots, prononcés ensemble, comme une évidence. Preston se leva. Il rejoignit ses enfants dans un tas de feuilles mortes. Il les entendit rire, un rire pur et sincère. Assise sur le banc, Naomi les regardait. Elle ne les rejoignit pas, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. Le soleil d'automne filtrait à travers les arbres. Preston avait perdu une fortune, un statut, une vie de luxe. Mais en cet instant, assis au milieu des feuilles, avec un enfant sur son dos et 2 autres lui tenant la main, il comprit qu'il venait de trouver quelque chose d'infiniment plus précieux. Il n'avait pas regagné l'amour de Naomi, ni racheté le passé. Mais il commençait à construire un avenir. Un avenir fragile, incertain, mais réel. Un avenir avec sa famille.